Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. On s'est retrouvés il y a à peine une semaine, mais aujourd'hui c'est le numéro 184 et on va vous parler du premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Thaïlande qui s'est déroulé sur le circuit de Buriram. Et pour ce faire, cette semaine, je retrouve pour changer les mêmes que la semaine dernière, Olivier et Thibaut. Comment ça va les garçons ? Salut à tous, ça va très bien. Salut à tous. Alors on va faire un petit point rapide sur les news, il n'y en a pas énormément puisqu'on va se concentrer sur les courses et sur les pilotes cette semaine. Juste du côté du Moto2, c'est la première fois que Triumph, depuis leur arrivée en Moto2, vont introduire un grand changement puisqu'ils arrivent avec l'introduction d'un schéma de changement de vitesse en course et au sein de la production des boîtes de vitesse, donc c'est plus technique qu'autre chose. Et cette nouveauté, elle est accompagnée de l'arrivée de la Triumph Triple Trophy, qui est en gros une Street Triple 765 RS qui est clairement identique à la moto du pilote Moto2 vainqueur. Et tout ça, ça a été présenté lors d'une conférence de presse à l'occasion de la manche d'ouverture ce vendredi en Thaïlande. Donc voilà, c'était pour la petite aspect technique Moto2, pour ceux que ça intéresse. Et l'info importante, on s'est posé la question avant de débuter cet épisode de savoir si c'était une fake news ou pas. On va partir du principe que non. Simon Patterson a diffusé des vidéos de la chose durant l'après-midi. Il semblerait que le circuit de Jerez de la Frontera soit sous les eaux et soit complètement inondé parce qu'il y aurait des intempéries dans ce coin de l'Espagne, sachant que le prochain Grand Prix là-bas est dans moins de 2 mois. Si c'est avéré, ça peut vite s'avérer problématique. Donc à voir ce que ça donne dans les prochains jours. Et on va commencer tout de suite avec les courses, avec le vif du sujet et avec le Moto3 qui a vu arriver cette année beaucoup de pilotes de la Red Bull Rookies Cup en tant que rookie et qui a vu en qualification en Q1 passer Carpe, Boissry, Foggia et Eddie Oshie. Donc quand je vous disais qu'il y avait pas mal de pilotes de la Red Bull Rookies Cup, il y en a déjà par ici, et sont passés en Q2 pour la pole Bertele qui fait sa première pole en Moto3, suivi de Nepa, Rueda, Ogden, Luneta, Carpe, et dans les favoris dans la catégorie on trouve Fernandez 11e, Foggia 13e et Piqueras 15e, et pendant la course c'est Rueda qui s'est imposé, qui a passé la ligne d'arrivée en tant que grand vainqueur de cette manche inaugurale, suivi de Carpe qui fait déjà très bonne impression pour ce début de saison, ce début de carrière dans la catégorie, suivi de Fernandez. Et c'est Nepa et Bertele qui viennent clôturer le top 5. Alors déjà, Thibaut, toi qui t'es levé pour voir des Moto3 tourner en rond à 6h du matin, qu'est-ce que t'as pensé de cette course ? Eh bah, que Rueda était largement au-dessus des autres, beaucoup de chutes. On n'a que 14 pilotes qui ont terminé sans chuter. Donc sur 20-26 au départ. Donc voilà, hein, beaucoup de chutes et puis victoire logique de Rueda. Et toi Olivier ? Alors moi j'ai pas vu la course, mais effectivement quand je regarde le classement et les différences de timing, effectivement 7 secondes d'avance pour Rueda, c'est ce qu'on peut appeler une victoire facile. Un peu déçu par Foggia, mais comme tous les ans pour la première course. Et voilà, intéressant, tous ces petits rookies, ouais, ça promet pour la suite de la saison en tout cas. En tout cas, pour Rueda, en effet, il est parti devant et on l'a pas revu. Il a eu le temps de faire un wheeling pour passer la ligne d'arrivée. En fait, l'action, elle se passait vraiment dans le tas derrière entre Fernandez, Carpe et tous les autres qui voulaient aller sur le podium. Carpe, peut-être que je le prononce très mal et qu'on va encore m'attraper la veste sur ma prononciation du nom des pilotes, mais c'est le champion du monde 2024 de la Red Bull Rookies Cup. Je suis pas certaine qu'on dise champion du monde d'ailleurs pour ce championnat. Bah non.
Les vainqueurs de la Red Bull Rookies Cup. Il y a trop de championnats, on s'y mélange. Et il avait fait une carrière face à Maxime Okilas, qui est pas encore là, mais qui devrait rejoindre le Moto3 très vite. Cette année, il avait fait une saison qui était très impressionnante. Et en fait, là, il arrive et il montre que clairement, c'était pas un coup de chance et qu'il a travaillé et qu'il a fait en sorte d'avoir le niveau pour arriver dans le championnat. Donc je pense que ça va être très intéressant de le suivre cette année, y compris pour des mecs comme Fernandez qui ont déjà fait leur preuve l'année dernière. L'info à retenir, surtout côté Moto3, c'est Munoz. Munoz qui fait encore des siennes. Thibaut, toi qui as vu la course, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Eh ben, il nous a fait du Munoz. Honnêtement, il était bien au début de la course, et puis au bout d'un moment, il a fait un peu une attaque un peu suicide. Donc il a mis Lunetta dehors, qui a dû tirer tout droit et qui a perdu une trentaine de secondes, et Lunetta donc termine 10e de la course. Et donc Munoz a été pénalisé, sauf qu'il a même pas eu le temps de faire son long lap, qu'il était par terre. Donc, alors le long lap ne sera pas fait en Argentine, contrairement à ce qu'on a d'habitude, mais c'est Munoz partira de la voie des stands en Argentine. Ça a été qualifié de conduite irresponsable après que la direction de course ait revu l'incident après la course. Et ça a été qualifié donc de conduite irresponsable sous drapeau jaune et mise en danger des commissaires. Et la direction de course avait de toute façon annoncé avec l'arrivée de Simon Craffard qui serait beaucoup moins indulgent et beaucoup plus tranchant entre guillemets sur les pilotes récidivistes. Et Munoz, c'est clairement son cas. Donc je pense qu'il paie ses erreurs de l'année dernière. Mais en même temps, c'est bon signe. Ça veut dire qu'en Moto3, on verra peut-être des conduites un peu plus sérieuses et un peu plus carrées que ce qu'on a eu l'habitude de voir sur les saisons précédentes. On va enchaîner avec le Moto2. L'idée pour les assidus du podcast, c'est d'aller un petit peu plus vite sur les petites catégories sans faire l'impasse dessus parce qu'on y tient, mais pour avoir plus de temps pour débriefer du MotoGP. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et du côté du Moto2, donc, on a eu pour ce début de week-end Binder, Darin et pas Brad, qui s'extirpe en Q1, suivi de Olgado, Huertas et Vietti. À noter qu'Arbolino et Roberts ne passent pas en Q2. C'est bien dommage pour eux. Et en Q2, les 18 pilotes sont dans la même seconde et c'est Gonzalez qui vient prendre la pole devant Vietti et Canet. Je vous cache pas qu'en voyant que Vietti était sur la première ligne, j'avais déjà préparé la célébration et la fanfare. Malheureusement, ça va pas se passer comme ça puisque c'est Gonzalez qui vient prendre la victoire ce dimanche, suivi de Canet et Agius qui prend le podium après avoir fait tomber Vietti d'une manière où il aurait mérité d'être pénalisé à mon sens un peu plus que ce qu'il n'a été, suivi de Moreira, Ramirez et puis pour les favoris on retrouve Arbolino qui est 13e, Honshu 12e et Albert Arenas lui 11e derrière Alonso Lopez qui était à la 10e place. Donc voilà, Honshu c'est favori. Honshu favori dans ton cœur. Ah, c'est mignon. Arenas favori. Aussi. Ouais, mais j'ai vu Honshu et Arbolino, je me suis dit, allez, Arenas, pourquoi pas. Peut-être que non, en fait, mais qui sait. Moi, je sais pas pourquoi t'as été déçu sur Vietti, tu devrais être habitué à force. Hein. Non, en fait, j'ai été... Attends, est-ce que tu as vu la course, Olivier ? J'ai vu l'attentat. C'est pas sa faute, Non, c'est ça le truc. C'est que c'est pas sa faute. Ouais. C'est qu'il a fait un bon week-end, il a fait une bonne course et que Agius s'est dit on s'en fout, je vais juste aller le foutre au bac. Et c'est extrêmement frustrant parce qu'il avait de quoi être sur le podium et aller marquer des points pour ce début de saison. Donc j'étais extrêmement déçue. Par contre, je l'espère, ça laisse supposer de bons résultats cette saison s'il arrive à faire quelque chose avec cette nouvelle moto. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit, il est chez un énième nouveau constructeur et c'est un peu la dernière chance pour lui pour montrer ce qu'il vaut. Donc on verra ce que ça donne. Et donc Olivier, si tu as vu la course, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était une course de Moto 2, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, mais c'est comme le Moto 3. Il y a vraiment que le Moto GP qui était assez intéressant ce week-end et encore. Je suis vraiment pas d'accord avec toi pour le coup. Ah ouais. Non, je sais pas, c'était peut-être l'heure à laquelle j'ai regardé un peu à distance, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a pas passionné, mais pour revenir sur Honshu, c'est pas trop mal, top 12. Ça aurait pu être bien pire, et ça peut être mieux, parce qu'il est quand même à 3 secondes du 11e. Ouais. Enfin.
On croise les doigts pour la suite. Je serai toujours fan d'Honju, je suis désolé, voilà. C'est compliqué quand même de s'extirper de ce top 15, top 10. Il a un peu de mal quand même, mais il est quand même en dessous des attentes qu'on pouvait avoir de lui. Bon, après, encore une fois, c'est que la première course. Mais par contre, je te rejoins pas sur le fait que les courses étaient moins intéressantes. Je t'avoue que quand tu te lèves à 5h45 pour regarder le Moto 3 puis le Moto 2, tu trouves un peu d'intérêt. Ouais, je sais pas regarder en direct, donc ça aide. C'est pour ça. Thibaut, t'es d'accord avec Olivier? T'as trouvé ça plus inintéressant? Ouais, quand même, assez d'accord avec Olivier. Merci. On n'a pas eu, une vraie course Moto 2, on va dire qu'on a eu ces dernières saisons. Des écarts vraiment entre chaque pilote. Alors bon, on a eu le Agius Vietti qui était assez sympa. C'est peut-être que ça que je retiens de la course. Hein, tu sais. Non, mais c'est pas de chance pour Vietti parce qu'en plus pour une fois il était vraiment bien, il chute, c'est pas de sa faute. Mais sinon derrière, oui, on n'a pas eu de grosses bagarres dans ce qu'on a vu. Ah non, ça c'est certain, il n'y a pas eu d'énormes bagarres, mais peut-être que mon ressenti est biaisé par ce qui s'est passé avec Vietti, ça je vous l'accorde. Par contre, on a quand même pu noter des petites choses sur cette course. C'est que déjà, les Kalex ont fait l'unanimité, puisque c'était des Kalex dans les 6 premiers, et les Bosco-Scuro étaient assez en retrait avec Dixon qui était 7ème. Donc ça, on va pouvoir surveiller un peu ça, à ce niveau-là, cette saison, je pense. Et la deuxième info importante, c'est les départs volés pour Darryn Binder et Izan Guevara qui, eux, se sont tapés un double long lap et ils étaient pourtant bien placés en début de course et ils finissent au final 16 et 17e, donc c'est vraiment la faute à pas de chance, si la leur du coup. Ça c'était un peu ça leur bousille la course parce que les deux étaient dans le top 6, top 7. Ils font le double long lap, ils ressortent vers la 17e place et ils terminent à cette place-là. Oui, c'est clair. C'est clairement de leur faute et c'est un week-end gâché pour eux. Ouais, parce que je pense que s'ils n'avaient pas fait de faux départ, ils auraient pu terminer, 6e, 7e aux alentours de Balthus et Dixon. Oui, sûrement. Et Olivier, toi qui a un petit œil, qui a jeté un œil à la course, on avait pas mal de rookies sur cette course Moto 2. On avait Olgado qui termine 7ème, Huertas 14ème, Verrer 20ème, Alonso 21ème et Ortola 22ème. Est-ce que comment tu vois ce début de saison pour eux? Je pense particulièrement à Alonso, pour lequel il y a énormément d'attentes cette saison, qui au final n'est pas là où on aurait espéré le voir sur ce début de saison. Non, mais je vais dire exactement la même chose que j'avais dit pour Hongju l'année dernière, il y a 2 ans, même pas, pardon. C'est que c'est compliqué le passage du Moto 3 au Moto 2. C'est vraiment compliqué et à moins d'être un pur génie de la moto, ils le sont tous plus ou moins, on va pas se mentir, mais non, enfin on sait que les premières courses sont très déterminantes pour les rookies. Il va falloir vite savoir se servir de ces machines-là. C'est vraiment pas la même chose qu'en Moto 3, c'est pas les mêmes trajectoires, c'est pas la même façon de piloter. Je le sais parce que j'ai couru en Moto 3 en Moto 2, bien évidemment. Et non, blague à part, Olgado 7ème, franchement je trouve que c'est pas un mauvais résultat du tout pour un rookie. Par contre après Huertas 14ème, après 20, 21, 22, ça commence à piquer, ouais, je trouve. Va falloir prendre la mesure de cette catégorie. Après, pour revenir sur ce que tu disais du fait que passer de Moto 3 à Moto 2, c'est plus compliqué, c'est Kenny Forêt et Rémi Guyot quand on discutait lors d'une émission et qui expliquait que l'avantage d'être en difficulté en Moto 2 pour les pilotes qui ont le potentiel de passer en MotoGP ou qui vont avoir un potentiel qui va se développer, c'est que le passage entre la Moto 2 et le MotoGP est moins rude parce que ça se ressemble un peu plus et que du coup c'est plus facile. Donc effectivement c'est potentiellement 1, 2, 3 années un peu compliquées pour eux, mais que ça leur simplifie un peu la vie et que c'est ce qu'on a pu voir avec Acosta qui est un extraterrestre et qui est hors du lot, mais avec un mec comme Ogura qui avait un pilotage qui s'adaptait parfaitement à la Moto 2 et qui ce week-end l'a prouvé, a réussi à s'adapter très vite à son Aprilia et que ça pouvait être une porte qui s'ouvrait plus facilement pour les pilotes de la nouvelle génération comme Gonzalez, Canet.
En vrai, Canet, pour moi, il va rester en Moto 2 jusqu'à partir en Superbike parce qu'il n'arrive pas à sortir de cette catégorie. Mais ça peut quand même avoir un avantage pour eux. Et au-delà de la technique, je pense que même le physique, c'est... Enfin, on sait, c'est des jeux, c'est tous des gamins, hein, ils sont quasiment tous en train de passer l'adolescence. En tout cas, à la fin de l'adolescence. Et c'est vrai que c'est pas les mêmes contraintes physiques, c'est pas la même exigence, je pense, physique entre la Moto 3 et le Moto 2. Et il y a tout ça à mettre en place avec son staff, son team, tout ça, et ses préparateurs. Et c'est un vrai travail de fond qui commence. Alors ils sont déjà pros en Moto 3, mais j'ai le sentiment que le Moto 2 c'est encore une marche supplémentaire vers le côté pro de la discipline. Ouais. Bah ça c'est certain. Et puis on a pu le voir ce week-end, il y avait le team Aspar qui a diffusé pas mal de choses sur Olgado et David Alonso en amont de la course. Et en fait, moi ça m'a sauté aux yeux et je m'en rendais pas autant compte l'année dernière d'à quel point Alonso est jeune en fait. Ouais, c'est clair. C'est flagrant. Là, il se retrouve avec des mecs canettes à côté de lui qui a un tank recouvert c'est ça. Comme un yakuza de tatouage de la tête aux pieds. Forcément, tu vois, ça dénote. J'avais une question avant qu'on passe au MotoGP pour vous, Thibaut. Je te laisserai donner ton avis en premier. Ça a été beaucoup reproché sur les réseaux et sur tout ce qui permet aux experts canapés que nous sommes et donc aux gens qui suivent le MotoGP qu'il n'y ait eu que des doubles long laps pour des départs volés ou qu'un long lap pour Agius qui fout en l'air la course de Vietti. Thibaut, est-ce que tu penses que c'est justifié de s'offusquer de ça ou est-ce que les sanctions pour toi sont à la hauteur de ce qu'elles devraient? Puisque on le sait, normalement les sanctions en plus sont définies en début de week-end. Est-ce que tu penses que c'est assez sévère ou est-ce que Crafford en est pas encore au niveau où il devrait être là-dessus? Non, pour moi le double long lap pour un départ volé, bon c'est la règle. On a déjà vu des pilotes avec un long lap, notamment la Agius ce week-end. Il fait un long lap, il termine quand même sur le podium. Donc si tu voles le départ, alors là le départ on n'a pas vu le ralenti, ça doit se jouer à rien du tout. Si tu nous fais comme une Lorenzo à Austin là, il y a quelques années, tu pars 3 secondes avant tout le monde et que tu fais juste un long lap, t'es gagnant, quoi qu'il arrive t'es gagnant. Oui. Donc non mais c'est vrai. Autant faire un vrai faux départ. Voilà, quitte à faire un vrai faux départ, Lorenzo on n'a jamais vu aussi beau que lui. Celui-là c'était exceptionnel. C'est pour ça un double long lap, non, je trouve ça normal. Et puis pour la pénalité pour Agius, oui il fait une erreur. Maintenant c'est pas non plus, il va pas non plus harponner, enfin comme on a pu le voir des fois avec des pilotes qui oublient de freiner. Là bon c'est un fait de course un peu plus qu'un fait de course, donc il a un long lap, pour moi c'est normal. Alors qu'il aurait pu prendre un drapeau noir, ça m'aurait complètement satisfait. Non, même exclu les 3 prochaines courses. Il fout de la saison, je pense. Ouais, pas du tout excessif, ça va. Olivier, est-ce que tu vas paraphraser Thibaut ou est-ce que tu es en désaccord avec ça? Non, je suis complètement d'accord, j'ai vraiment rien à ajouter. Je suis désolé pour le... Dans ce cas-là, pour une fois que tu n'as rien à rajouter, Olivier, on va passer tout de suite au MotoGP. MotoGP qui s'est vu voir sur le podium la 63e victoire de Marc Marquez en MotoGP. Ça m'a fait rire quand j'ai vu que c'était la 63e, parce que c'est le numéro de Bagnaia. Et il vient égaler le nombre de victoires de Dani Pedrosa, d'après les statistiques de notre cher Thomas Morsolino. Et dans les infos importantes à retenir sur ce week-end, il y a déjà l'absence de Jorge Martin qui sera absent très probablement, d'après ce qu'on a dit son équipe, après l'Argentine. Donc il sera pas là en Argentine puisque il a trop de fractures et trop de blessures. Et que c'est trop compliqué de revenir. Marquez s'est empressé de dire que il avait appelé Martin pour lui dire de prendre soin de lui et de vraiment prendre le temps qu'il lui faut pour revenir. Alors est-ce que c'est un geste de bienveillance ou est-ce qu'il voulait juste lui dire mec, viens pas trop traîner dans mes pattes pour le début de saison, ça me va bien aussi. Ça, y a que Marquez qui le sait. Et puis, à côté de ça, on a eu aussi, dans ce qui s'est passé dans le week-end, Morbidelli qui va écoper de 3 places de pénalité sur la grille de départ après avoir gêné Pecco Bagnaia en FP. Et Chantra qui, lui, écope aussi de 3 places de pénalité sur la grille de départ pour avoir roulé trop lentement et avoir gêné Alex Marquez.
Donc voilà, c'était pour les petites infos importantes du début de week-end. Et je te laisse la main, Olivier, pour nous dire ce qui s'est passé en qualif et surtout en sprint. Alors en première partie de qualification, on a Bagnaia et Miller qui passent. D'ailleurs, chose étonnante de voir Bagnaia devoir passer par la Q1. Mais bon, c'est fait. Digia et Binder, eux, vont partir 13 et 14e. En Q2, on a une pole de Marc Marquez devant le frangin Alex. Pecco est 3e et deuxième ligne surprenant pour Miller qui est 4e. Et Ogura, pas mal pour un premier GP qui est 5e et Morbidelli 6e. On a les Français, Quartararo 10e et Zarco 12e. Donc franchement, je sais pas vous, mais sur le vendredi samedi, on avait hâte de ces courses. C'était vraiment intéressant, mais on en reparlera évidemment tout à l'heure. Alors c'est sur la sprint, c'est pas la course sprint la plus intense qu'on devrait vivre cette saison. C'est Marc Marquez qui réalise le all shot devant son frère. Bagnaia est 3e et Ogura 4e. Très mauvais départ de Bezzecchi, désolé Ophélie qui patine à l'extinction des feux et se retrouve quasiment dernier au premier virage. Rapidement, les deux frères Marquez font le trou alors que derrière, un excellent et surprenant Ogura tient la 4e place devant Morbidelli et Miller. Quartaro réussit à suivre derrière Miller, puis les deux KTM d'Acosta et Binder. C'est trop beau pour être vrai, hein. Miller chute au 7e tour, et puis au 10e, on a Digia qui est victime d'un problème sur sa moto et qui doit abandonner. Devant, pas de changement, victoire de Marc Marquez devant Alex. Pecco est 3e, excellent Ogura 4e, Acosta 6e, à déjà 11 secondes de la victoire. Quartararo 7e, Mir 9e, Zarco 10e à 16 secondes. Voilà, je passe la main à notre cher Thibaut pour le débrief de la course. Ouais, donc pour la course, comme tu l'as dit Ophélie, hein, pour rappel, Morbidelli, donc pénalisé 3 places sur la grille, il doit donc partir 9e. Comme la veille, le meilleur départ, il est pour Marc Marquez. Derrière, départ très moyen pour les deux Français, qui perdent des positions. Quartararo se retrouve même 18e à la fin du premier tour. Donc là, malheureusement, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir avec Quartararo et Zarco. Devant, Marquez lui fait un petit écart très rapidement avec une demi-seconde d'avance sur son frère à la fin du premier tour. Ensuite, on a vite une seconde d'avance sur Alex. Et alors que la course fait 26 tours, Marc Marquez ralentit au 6e tour pour laisser passer son frère. À ce moment-là, on pense à un problème technique quand Marc se retourne et regarde derrière lui. Mais non, pas du tout. En fait, le problème de Marquez concerne son pneu avant qui a une pression trop faible. En se collant derrière un autre pilote, cela lui permet de garder une pression un peu plus haute. Et donc on assiste à une course très bizarre où Alex Marquez mène pendant 17 tours avec son frère qui est collé derrière lui. Et on sent que Marc, il peut passer vraiment quand il le souhaite. Derrière, Bagnaia, lui, il est au maximum à 1 seconde 3 d'Alex Marquez pendant tous ces tours-là. Donc il est jamais vraiment très loin des deux frangins, mais il n'arrive jamais à se coller dans la roue de Marc. Et à 3 tours de l'arrivée, donc Marc dépasse Alex, il lui colle directement 1 seconde dans la vue en quelques virages, et il s'impose donc facilement devant Alex Marquez et devant Pecco Bagnaia. Derrière, on a Morbidelli 4e, devant un Ogura qui encore une fois était excellent, comme le samedi, comme le vendredi. Vraiment la bonne surprise de ce week-end. Et ensuite, on retrouve à 15 secondes de la victoire Bezzecchi qui termine juste devant Johan Zarco. Il nous a encore fait une magnifique deuxième partie de course. Contrairement à un Miller qui nous a fait du Miller et il perd tout dans les derniers tours alors qu'il avait fait un bon début de course. Côté KTM, Costa a chuté après un tour. Binder complètement anonyme. Bastianini quand même surprenant par rapport à ce qu'on avait vu sur les premiers jours. Et Vignales, lui, s'est complètement perdu. Il était en bagarre avec Chantra pendant toute la course. Et dans les non-surprises, on va dire, Joan Mir a encore chuté. Alors qu'il, pourtant, il réalisait une très belle course. Ouais, cette chute, bref. Ça fait longtemps qu'on avait entendu que Joan Mir était tombé. Merci beaucoup les garçons pour les débriefs. Pour faire un petit point au championnat, ça donne donc Marc Marquez en tête du championnat. Vous avez bien entendu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Avec 37 points, devant son frère Alex Marquez, 29 points, Bagnaia 23 points, et suivi de Morbidelli 18 points et Ogura 17 points. Franchement, je relis le classement, je me dis qu'il y a des choses... on n'a pas vu ça depuis un trop long moment. C'est clair. Pas assez long, ça dépend de quel point de vue on se place. Pour commencer tout de suite avec
Avec le débrief de cette course, déjà, on peut noter un point important, c'est que le fait d'avoir roulé sous ces températures pour les pilotes, on a pu voir que beaucoup de pilotes s'étaient brûlés et avaient des sensations de brûlure. On se retrouve avec un DJI qui a abandonné en sprint parce que la chaleur était insupportable. Un Pecco qui a déclaré qu'il avait l'impression d'avoir les bras complètement brûlés tellement il faisait chaud et que c'était très compliqué avec les carénages. On a eu des brûlures sur les cuisses, sur les bras. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et ça peut encore poser une fois question du bien-être du sportif, entre guillemets, avec le fait d'aller rouler dans ces pays. Puisque c'est pas la première fois qu'on voit ça. On a aussi vu des pilotes mettre du papier aluminium sur leurs bottes pour pas se brûler. Donc c'est pas surprenant, mais c'est quand même de plus en plus récurrent dans ce type d'endroit. Et pour enchaîner, on va parler donc tout de suite de celui qui a pas brûlé quelqu'un, mais qui a brûlé nos rétines en montant sur le podium pour la première fois depuis un long moment. Évidemment, je parle de Marc Marquez et on va pouvoir aborder Marc Marquez et surtout le travail de Ducati ce week-end. Olivier, est-ce que tu veux commencer à nous parler du potentiel futur champion du monde de avec grand plaisir. Moi, c'est fou parce que on avait évidemment beaucoup d'attentes. Alors il y a d'autres constructeurs qui nous ont beaucoup surpris et on a eu extrêmement tort sur certaines d'entre elles, mais on va en parler tout à l'heure. Mais non, pour revenir à Marquez, c'est un week-end parfait. Il y a rien d'autre à dire. Va falloir confirmer évidemment, mais j'ai le sentiment qu'il est en capacité de nous faire une 2019 clairement. 2019 où pour rappel, il avait fait que 1 ou 2 ou chuté. Et Là, c'est vraiment... Il a vraiment posé les bases et il n'y a plus qu'à. Voilà. Et Ducati confirme sa domination par rapport au reste du plateau. Encore un podium, encore un triplé pour Ducati. C'est la 18e victoire consécutive de la marque. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part que... Heureusement que le reste du top 10 était un peu plus homogène et on a vu d'autres choses plus intéressantes. Mais Marquez, je pense si tout se passe comme prévu, il devrait être champion du monde en quel mois? La semaine prochaine. Non, peut-être pas la semaine prochaine, mais fin août, ouais. Puis il a eu quand même un gros avantage ce week-end, Marquez, c'est qu'en début de course, il s'est rendu compte qu'il avait un souci de pression de pneus sur ce début de course. Et en fait, il faut savoir qu'ils ont un décompte sur leur tableau de bord qui leur dit s'ils ont passé assez de tours dans le bon... dans la bonne pression de pneus. Je pense que ça rendrait dingue Cyril d'entendre ça. Il s'est rendu compte que c'était pas le cas et il s'est permis, et je trouve qu'ils font un culot exceptionnel pour faire ça, il s'est permis de laisser passer son frère, et je pense qu'il a pu le faire parce que c'est son frère justement, se mettre derrière, faire en sorte que la pression de pneus soit au bon niveau, pour repasser son frère l'air de rien et dire ok c'est bon je vais prendre la course. Moi j'avoue qu'à un moment donné Thibaut t'as dit qu'on avait vécu une course un peu bizarre, je me suis dit mais en fait Marquez il a tellement envie que son frère ait au moins une fois dans sa vie une course à son palmarès en MotoGP en tant que vainqueur qu'il va le laisser gagner. Je me suis quand même fait cette réflexion. Honnêtement pas tout de suite mais en cours de saison peut-être au mois de septembre, si Marquez est en tête du championnat avec 3000 points d'avance sur le deuxième, c'est-à-dire à la 8e course, et que son frère est derrière lui, on pourrait assister à ça, et en fait, quitte à ce qu'il se fasse exprès, on va dire, de se rater dans un virage sur la fin pour laisser son frère passer, bon, il le dira pas, mais... Je suis même pas sûr, en vrai. Je pense... non, parce que quand même, ça ferait vraiment... ça m'agacerait fortement, je te cache pas. Non, mais si tu dis, j'ai fait exprès de sortir pour le laisser gagner, ça fait vraiment... c'est médisant, ouais. En plus, je suis pas sûr qu'Alex l'apprécie non plus. Voilà. Bah oui, c'est pour ça. Mais là, non, c'est tout simplement, pour moi, ce qui est le plus choquant, c'est qu'en fait, Marquez s'amuse avec les autres. Et il est tellement au-dessus des autres, il était tellement au-dessus, qu'il savait qu'il pouvait laisser passer Alex. Et surtout, Bagnaia, en fait, il était jamais très loin derrière, mais pour autant, Marc ne l'a pas, il a pas été inquiété, en fait. C'est surtout ça, c'est que t'as l'impression qu'il a passé son frère quand il a voulu. Il s'est vraiment amusé avec tout le monde. Comme on a pu le voir, il y a certaines saisons, notamment en 2019, ici même sur ce circuit à Buriram,
face à Quartararo où il était resté derrière Quartararo. Enfin, on avait une super course et en fait, dans le dernier tour, quand il avait vraiment voulu passer, il avait fait ça. Et il avait fait la même à Misano quelques semaines avant avec Quartararo et à chaque fois on se disait Fabio il va gagner sa première victoire et en fait Marquez non, il était derrière et quand il voulait passer, il passait. Bon, puis il y en a quand même un autre qui s'est amusé sur ses courses et sur la sprint, c'est son frère, qui du coup fait double podium en sprint et en course du dimanche. Et c'est la première fois de l'histoire du MotoGP qu'on a un doublé de frères sur le podium en course longue. Ça laisse présager de bonnes choses pour Ducati, pour la Gresini. Alex Marquez, il la connaît par cœur, cette moto. Mais je pense qu'il faut qu'on s'attende à des choses intéressantes cette saison et avoir beaucoup les doubles Marquez sur le podium et avoir, comme on a pu le voir ce week-end, le père des deux en folie dans le paddock et en faire des caisses. C'est vraiment un très bon comédien. Par contre, on parlait de chaleur sur la piste. Je pense qu'il y en a un qui bouillonnait de rage dans son casque. C'est Bagnaia. Bagnaia qui a fait une très bonne course, qui a sécurisé des points, mais qui se retrouve avec un Marquez qui joue au chat et à la souris et qui, j'y pensais dimanche après la course, se retrouve dans la situation où Rossi peut se retrouver à la grande époque Marquez-Rossi et que c'est un peu... c'est encore le... Tu vois, il y a encore ce truc de pilote italien de la VR46 qui se retrouve face à un Marquez qui joue avec. Et je trouve que c'est... Franchement, si Pecco il est vexé de ça dès maintenant, dès le premier GP de la saison, il va pas aller bien loin. Parce que si déjà ça la touche sur le mental là, il est pas prêt. Et là, Marc n'a pas encore joué avec Pecco. Là, on va dire, il a joué avec son frère. Mais avec Pecco, il a pas vraiment joué. Non, ce qui doit être vraiment difficile pour Pecco, c'est de voir que... en fait, il est resté à peu près 3e pendant tout le week-end et à aucun moment il a réussi à se rapprocher de Marc et s'il se rapprochait de lui, en fait Marc il réaccélérait. Ouais, après et c'est là en fait, Après je pense je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour essayer d'analyser la psychologie de Pecco parce que mine de rien, il a fait des essais assez catastrophiques parce qu'il a dû passer par la Q2 pour Ouais, mais alors la Q2 encore c'est la Q1, pardon. C'est Morbidelli qui avant le vendredi après-midi, c'est Morbidelli qui le gêne. Oui, c'est vrai. Son tour rapide. Et puis Bezzecchi, je crois qu'il était tombé le tour d'avant, qui avait mis un drapeau jaune. Non, là, ce qui doit vraiment, pour moi, c'est quand même, ce qui est un peu compliqué pour Pecco, c'est qu'il se dit d'entrer dès la première course. Marc, il fait meilleur chrono le vendredi matin, le vendredi après-midi, le samedi matin, le samedi après-midi, il gagne la course, le warm-up, il le gagne, et la course, il la gagne. Donc là, à aucun moment il a laissé croire aux autres qu'il allait leur laisser un peu d'espace, quoi. Ouais, c'est pour ça en fait. Mais par contre, Bagnaia au final est pas si loin que ça, parce que. Non, c'est clair. Je vous rejoins là-dessus. Enfin, je te rejoins là-dessus, Thibaut. C'est qu'on a beaucoup dit Pecco il est dégoûté, Pecco il est frustré, etc. Mais en fait, il est pas si loin. Pour moi, il a été intelligent, et c'est ce qu'il a déclaré en interview après quand ça a été posé comme question, mais en fait, il a sécurisé les points. Il a vu qu'il pouvait pas aller se battre contre Marquez, contre les deux Marquez, et il a sécurisé les points. Et au final, c'est ce que Martin a fait l'année dernière. Martin a sécurisé les points, et c'est comme ça qu'il a eu le titre. Donc, entre se mettre la pression, vouloir forcer, essayer d'aller les rattraper, pas réussir et tomber, ou sécuriser les points de la 3e place, autant le faire. Par contre, ce qui peut peut-être l'avoir un peu agacé pendant la sprint, c'est aussi d'avoir été inquiété à certains moments par Ogura, parce que Ogura s'est pas contenté lui derrière de faire une bonne course en restant 4e, il est allé chercher Pecco et je pense que ça par contre lui il s'y attendait pas. Non mais personne s'y attendait. Après aussi pour Bagnaia, comme tu dis, l'an dernier faut pas oublier là au Portugal, justement face à Marc Marquez, les deux avaient fini par terre au premier Grand Prix et à la fin de saison on a vu malheureusement ça le moindre point comptait, donc là Marc Marquez était au-dessus de Bagnaia, ok. Et Pecco, il a dit d'accord, mais je prends le plus de points possible et puis on verra la prochaine course. Ce qui est la chose la plus intelligente à faire, ça, de toute façon. Bien sûr, bien entendu. Et par contre, par rapport à Ogura, oui, ok, Ogura a fait une très belle course, mais là aussi, Bagnaia, il a fini devant lui. Peu importe, derrière, il doit pas regarder qui est derrière lui. Après, il s'en fout un peu, que ce soit Morbidelli, Ogura ou un autre. Lui, il pense vraiment à sa course, à son championnat, et au final, c'est pas une si mauvaise performance que ça pour Bagnaia. Ah non, il est 3e, c'est pas déconnant. C'est que le premier GP de la saison n'est que début mars. Et puis voilà, on sait que malgré tout, Alex Marquez, il y a quand même peu de chances qu'il joue le championnat et qu'il soit à toutes les courses à ce niveau-là. C'est clair.
Et pour en venir justement à Ogura qui a fait un week-end exceptionnel pour un rookie, meilleur rookie du week-end. Il s'est extrêmement bien placé, 4e le dimanche et 4e le samedi. Non, 5e le samedi. 5e le dimanche. 5e le dimanche. 5e le dimanche et 4e... Ouais. 4e le samedi, il a fait un week-end exceptionnel. Il termine à 7 secondes de la tête quand même, donc comme quoi le niveau était très élevé. Mais il a quand même un avantage, Ogura, c'est qu'il a l'habitude de rouler sur ce type de circuit et il a surtout l'habitude des conditions. Au-delà du fait qu'il y a eu les tests là-bas, il a quand même ce gros avantage de supporter la chaleur différemment par rapport à d'autres pilotes. Donc je pense que on en fait beaucoup, ça a été beaucoup dit durant tout le week-end et à raison puisque il a fait une très belle performance, mais je pense qu'il faut attendre de voir comment la Aprilia va se comporter déjà sur les prochaines courses. Et surtout, attendre le retour en Europe où les pilotes forts, entre guillemets, sont plus habitués et sur lequel Ogura, lui, va devoir pas découvrir les circuits puisqu'il les connaît en Moto2, mais s'adapter à la MotoGP sur ces circuits. Ouais, sur du gras mouillé au Mans avec 12 degrés. Au Mans, ce qui pose problème, c'est les fumigènes dans tous les sens et les odeurs de barbecue. Hein. Ah, là c'est saucisse, là c'est merguez. Non, après je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis les plus habitués que les autres avec les conditions. Mais c'est lui qui l'a dit, hein. Ouais, mais bon, après, là, c'est, voilà, ok pour cette course-là, mais est-ce que vraiment ça joue? Je sais pas, parce que tous les pilotes sont quand même plus que surentraînés aujourd'hui. Les mecs, ils ont quand même tous, ils arrivent tous quand même physiquement à tenir. Je pense surtout que Ogura, tout s'est bien goupillé pour lui dès le vendredi. Comme on disait, on a eu les essais. L'Aprilia, on sait aussi, cette moto peut être très bien sur un circuit et le circuit d'après beaucoup moins bien. Donc oui, là, ce qu'il a fait, c'est quand même assez fou. Hein. Personne le pensait capable de faire ça. Personne remet ça en question. Par contre, pour le coup, je suis pas complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est aussi facile pour les autres pilotes dans la mesure où tu vas prendre un Marquez qui va s'entraîner en Espagne, d'accord, il est affûté, ils ont tous un physique qui est au plus haut niveau parce que c'est les sportifs qu'on connaît, mais ils ont pas tous des conditions pour aller s'entraîner sous des 37 degrés. Ogura, il vit en Europe aussi le reste du temps. Oui, mais quand il était jeune, il s'entraînait beaucoup là-bas et ça joue forcément au moins sur ton appréhension de la course et de la température. Ouais, mais ça doit faire 5 ou 6 ans qu'il est en Europe. Donc après, c'est pas non plus, il devait pas avoir l'habitude de piloter des motos aussi grosses au Japon ou. Est-ce que tu sais ce qu'il fait de ses vacances, Thibaut? Non. Peut-être qu'il s'entraîne en Thaïlande toutes ses vacances. Mais dans tous les cas, ça reste une variable à prendre en compte sur ce week-end-là. On se souvient de Martin qui avait quand même subi certaines courses sous haute température. Pour passer à la suite, parce que le temps passe, on peut parler rapidement de Morbidelli. Morbidelli qui, s'il continue comme ça, comme ce qu'on a dit la semaine dernière, va devoir nous imposer de faire un mea culpa pour l'avoir jugé sur ces dernières années, qui a terminé 4e dimanche et qui a fait un très bon week-end. Puisque grâce à lui, le top 6 était composé de 4 Ducati. Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé du week-end de Morbidelli ? Déjà, on n'a pas à s'excuser parce que de fait, objectivement, il n'avait pas fait des dernières courses formidables. Les dernières saisons, tu peux dire. Les dernières saisons, les 2 dernières... c'était ultra compliqué depuis 2000... alors, attends, on est quelle année ? Depuis 2020 Ouais, depuis 2020. C'était... Ouais, voilà, ça fait quand même un bon ça moment. fait 5 ans quand même que c'est genre, hein, donc on peut pas se reprocher d'avoir dit qu'il était pas très bon, hein, franchement. Et tout en plus, je crois m'en souvenir, tout en plus disant qu'on était déçus par ses performances. Donc là, franchement, moi, ça me fait extrêmement plaisir qu'il finisse au pied du podium. Il a vraiment un week-end vraiment propre et j'espère que ça va continuer pour la suite, ouais. Et que le passage sur cette moto va le faire encore passer sur cette team, va le faire encore passer un cran au-dessus dans la perf. Et vraiment, non mais moi je suis super content. Enfin, encore une fois, on connaissait son talent. On était vraiment triste pour lui aussi jusque-là. Hein, donc s'il peut réussir à faire
une super saison de MotoGP, il peut garder sa place pendant encore quelques temps. Il y a clairement pas de doute là-dessus. Non, mais on en parlait là lors de la preview, la présentation de la saison. Morbidelli, Di Giannantonio, Alex Marquez, c'est plus ou moins le même niveau. Ils ont des Ducati. On devrait régulièrement voir ces trois pilotes dans le top 5. Et puis ils ont les motos les plus performantes du... Mais voilà, ils ont la meilleure moto. Ce ne sont pas des peintres. Donc on devrait régulièrement les voir à peu près dans ces positions-là. Donc pour moi, Morbidelli de le voir 4e, oui, je m'attendais à le voir dans le top 5. Donc je suis pas vraiment surpris. De toute façon, les Ducati, en dehors de ces 4 en tête, DJ lui a fini 10e, mais il a l'air d'avoir vraiment subi pour le coup, lui, les conditions de température ce week-end, et Aldegar a fini 13e. Alors c'est pas incroyable, mais c'est très bien pour une première course de rookie qui n'est pas à Costa, quoi. Oh, c'est clair. Oui, puis après, tu dis Di Giannantonio, faut pas oublier, il s'est quand même fait la clavicule il y a 3 semaines. J'avais complètement oublié cette info d'ailleurs. Il a pas fait les essais de pré-saison, donc bon, il revient à moitié blessé. Il termine à 20 secondes de la victoire, ok. Mais oui, je pense qu'il y a un Di Giannantonio entre la blessure, le manque d'entraînement, tout ça. Voilà, il a quand même dû subir tout le week-end. Ouais, non, on est d'accord. En parlant de bonnes performances, en fait, ce week-end, on a quand même eu, malgré les 4 Ducati, la Ducati Cup en tête de classement, au final, on a quand même un classement qui est plutôt homogène en termes de marque et en termes de position, puisqu'on a vu des Aprilia, des Honda, des Yamaha, des KTM bien se positionner. C'était assez surprenant, mais je trouve que ça fait du bien. Pour le sport et même pour nous à voir, c'est quand même plus agréable que voir que un championnat monomarque comme on a souvent eu, et c'était le cas des Aprilia puisqu'on a même vu Fernandez très bien se positionner, donc avec Ogura comme on l'a dit, mais Bezzecchi qui finit 6e le dimanche malgré un Zarco qui est incisif derrière lui, et un Fernandez qui s'est pas si mal placé non plus sur la course, donc c'était intéressant à voir. Ça serait intéressant aussi de voir ce que ça donne au retour de Martin, tout simplement, puisqu'à la base, le pilote numéro 1 de la marque, c'est lui. Par contre, en parlant d'autres marques, la semaine dernière, on les a qualifiés de gros nulos et qu'ils n'allaient rien faire cette saison. Je pense qu'on peut parler et ouvrir le dossier Honda. Olivier, je te laisse nous en dire un peu plus. Ouais, franchement, on a honte, parce que là, pour le coup, on n'a pas eu le nez du tout sur la perf d'Honda. On n'a pas honte, on s'est basé sur ce qui s'est passé les saisons précédentes. C'est pas faux. Mais on n'en attendait rien non plus, tu vois. On s'était dit, non mais ils sont tellement nuls que de toute façon on n'en attend rien, ce qui est terrible. Et sauf de Zarco quand même. Si oui, Zarco, sauf de Zarco, écoutes, on avait totalement confiance en toi. Tout à fait, mais vraiment beaucoup mieux. P7 pour Zarco, qui est quand même pas mal, qui est même le meilleur résultat de Honda depuis Marc Marquez, qui avait terminé 6e en Thaïlande en 2023, c'est dire. Mir était dans le rythme aussi, bon malheureusement il chute, mais clairement c'est très intéressant ce qu'il produit là, donc à suivre. Même Marini fait pas complètement, et même pas complètement aux fraises, il finit 12e, donc très intéressant. Ouais. Marini a marqué autant de points sur les 14 premières courses l'an dernier. En un week-end. La stat qui tue. Cette stat, elle m'a fait beaucoup rire. À noter quand même, pardon Thibaut, je te coupe, mais à noter quand même que Mir, quand tu dis qu'il a fait une bonne course, avant qu'il tombe, il a réussi quand même son meilleur tour en 1:31.206, à savoir que le meilleur tour de Bezzecchi qui termine 6e avec la Aprilia, c'est 1:31.300. Donc il était vraiment pas loin en termes de chrono, et je pense qu'il aurait pu facilement remonter si il était pas tombé. Pardon Thibaut, je te rends la main sur Marini, ouais, je sens que tu as besoin d'en parler. Non, mais sur les pilotes Honda, je vais quand même attendre un peu parce que, bon, ok, Zarco termine 7e, mais c'est surtout que derrière, les 4 KTM sont pas là. Les Yamaha, Quartararo, il est perdu aussi. Donc en fait, t'as déjà 5 pilotes, où l'année dernière, on va dire t'avais 3 KTM l'année dernière qui pouvaient terminer devant, une Yamaha, t'avais 2 Ducati en plus. Quand même. Et c'est surtout ça en fait. Donc là après, bon, faut reconnaître comme Zarco termine à 15 secondes, c'est bien.
Marini à 24 secondes dans le paquet. Mais oui, c'est Zarco qui fait quand même une belle course. Maintenant, faudra voir les courses suivantes, vraiment ce qu'ils vont nous donner. Mais je pense moi que Honda va surtout s'en sortir cette année parce que les autres pilotes les autres motos n'ont pas tant progressé que ça. Et notamment les KTM, les Yamaha, où les pilotes Yamaha sont quand même pas risquent souvent d'être moins bien. Et puis donc on a deux Ducati en moins par rapport à l'année dernière. Oui, puis après, c'est ce que je disais, c'est que le fait qu'il y ait moins de Ducati, malheureusement pour eux, mais heureusement pour les autres marques, et forcément les concessions aident beaucoup aussi les autres constructeurs, c'est que ça permet justement d'avoir une homogénéité. Bon, bref, vous avez compris, au niveau des constructeurs, et d'avoir des motos différentes et des pilotes qui ont un peu plus d'opportunités de se montrer, et du coup ça rend les choses un peu plus intéressantes. C'est dommage qu'on doive en arriver au point d'avoir moins de Ducati sur la piste parce que ils ont quand même un haut potentiel, le potentiel qu'on leur connaît. Mais en tout cas, je trouve que ça fait du bien au championnat dès ce début de saison de voir que les pilotes sont capables, en l'absence des autres, de faire ça. Et je pense honnêtement que ça va faire du bien à un Mir, à un Marini d'arriver à aller faire des bons résultats parce que mentalement, quand tu voyais Marini et Mir à la fin de la saison, t'avais plus l'impression qu'ils voulaient se mettre à conduire les camions de logistique pour ramener les motos que de conduire les motos, quoi. Donc je pense que ça va être intéressant pour eux. Non, mais c'est très positif pour eux. Faut comme on disait, Mir, il fait un très beau week-end. Malheureusement, il chute, mais je préfère le voir chuter alors qu'il est 7ème plutôt que de le voir terminer 16ème comme Viñales qui s'est battu toute la course avec Chantra. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il chute pas du tout. Ouais, mais bon, oui, mais voilà, mais au moins il est dans le coup. Oui, c'est clair. Parce qu'avant il chutait, mais il était dernier. Et là, au moins il joue quand même un peu plus devant. Donc, fait pour moi, voilà, c'est pas grave cette chute. Faut mieux, voilà. Même lui, il était quand même confiant, il était quand même content le vendredi, le samedi. Donc non, et puis on sait que Mir l'année dernière, c'était aussi psychologiquement où il était perdu. Donc là, au moins il est reparti dans un bon mood et non, c'est bien. Il est rentré dans le box, il a dit que c'était la meilleure course de sa vie, hein. Ouais, voilà, alors qu'il a quand même été champion du monde. Ça fait 3 ans qu'il était qui vit des courses difficiles. Donc non, là c'est bien pour lui, c'est bien pour Honda et pour tous les pilotes Honda, pour l'équipe aussi, pour le futur. Oui, c'est clair. On va passer à KTM, qui eux ont fait un week-end quand même assez mitigé, qu'on a plus vu tourner dans les fonds de classement. On a vu Acosta tomber en piste encore une fois. Il est reparti, mais il finit en fin de classement. On a vu un Bastianini qui était dans une situation très compliquée pendant la course du dimanche et qui au final a réussi à adapter son style de pilotage pendant la course pour remonter et surtout à pouvoir changer sa cartographie. Et apparemment, ça l'a vraiment aidé. Mais c'était du coup un week-end un peu complexe pour eux. Dans la finalité, il termine pas si loin entre guillemets, puisque Bastianini termine 9ème derrière Binder qui finit 8ème. Encore une fois, on oublie Binder parce que vraiment j'ai pas l'impression de l'avoir vu en piste, le pauvre. Mais c'était pas un week-end facile pour KTM. À voir ce que ça donne sur les prochaines courses, à voir au retour en Europe, ou si le manque de moyens pendant la trêve a aussi impacté le manque de développement pour eux, et à voir s'ils vont finalement se retrouver très vite en retrait derrière les autres constructeurs ou si c'est juste une passade, ce qui j'espère pour eux est le cas, parce qu'avec le line-up, encore une fois c'est ce qu'on a dit dans l'épisode de pré-saison, mais avec le line-up qu'ils ont, se retrouver en fond de classement c'est compliqué. Ouais, Binder pour moi c'est vraiment la déception de cette course. Enfin, on l'a pas vu du week-end. Il a même pas réussi, je crois, à passer en Q2. Enfin non, vraiment, il était anonyme complet. Bastianini, vu comme il a démarré le week-end, terminé 9ème, on se demande comment il a fait. En plus, il termine vraiment dans la roue de Binder. Acosta, il chute une fois de plus. Et ça, c'est quand même pas très bon pour lui. Et puis Viñales, grosse déception sur la course. En parlant de déception, parce que je pense qu'on a fait le tour pour KTM, Olivier, est-ce que t'es déçu de la performance de Miller ou est-ce que tu t'y attendais du côté de Yamaha ?
Non, déçu. Comment je peux être déçu? Franchement, il a fait. Mais il est tombé. Oui, enfin. Après, c'est Miller, hein, mais je préfère qu'il tombe en étant à ce niveau-là que tomber en étant 15e, hein, franchement. Non, moi on sait T'es dubitatif. Mais on sait que non mais on sait que Miller, il a du mal à garder son pneu arrière assez bon sur la fin de course. C'est pas nouveau. Ça fait que 5 ans que c'est pareil. En fait, toutes les courses c'est pareil. Oui, voilà, exactement. C'est quand même pas très nouveau. Et comme je l'avais dit avant le début de la saison, dans les épisodes de preview, bah il va falloir que son style de pilotage s'adapte à la YAM. Pour l'instant, ça a l'air de le faire, en tout cas en vitesse pure. Après, il va falloir garder ce pneu arrière correct pour la fin de course. Mais je trouve son début de saison très intéressant. Pneu arrière qui a été le souci pour Fabio Quartararo, qui lui a fait une course assez inattendue ce week-end, puisqu'il termine à la 15e position le dimanche, alors qu'en sprint ça s'était vachement mieux passé parce qu'il était 7e et il a déclaré avoir un problème de grippe arrière et il a pas voulu en dire plus aux médias tant qu'ils avaient pas fait l'analyse sur ce qui s'était passé. Thibaut, c'est quoi ton ressenti sur ce week-end, autant sur Miller que Fabio Quartararo et des deux autres pilotes Yamaha, sachant que Oliveira était clairement aux abonnés absents ce week-end et Rins, c'était vraiment pas mieux pour lui sur la Yamaha, quoi. Ouais, alors Miller pour moi quand même très belle surprise. De toute façon, j'en attendais pas grand-chose et là alors oui, il chute le samedi, le dimanche c'est un running gag avec lui, c'est bon, dans combien de tours il va rétrograder, il va perdre du temps, il va perdre 3 secondes au tour. Bon, il termine 11e, mais au moins on l'a vu à l'écran, il a joué quand même devant la 6e place, 5e, 6e, 7e. Donc non, Miller c'est quand même positif. Maintenant, on le connaît, on sait très bien qu'il aura toujours des problèmes avec ses pneus sur la durée de la course, mais bon, au moins il semble rapide sur la moto. Quartararo, il a fait une bonne course le samedi, je m'attendais le dimanche à le voir vers la 7e place à peu près. Et malheureusement, très mauvais départ, il se retrouve 18-19e à la fin du premier tour. Alors oui, il a peut-être eu un problème de pneu arrière, mais j'ai aussi l'impression que c'est un peu comme on l'a trop souvent vu dans le passé. Quand Quartararo se retrouve 17, 18, 19e à la fin du premier tour, il a quand même du mal derrière à doubler les autres pilotes. Et c'est souvent quand il est tout seul en piste, en fait, où là il arrive à enchaîner ses chronos. Mais quand il doit vraiment se battre, doubler les autres pilotes, il galère, et on l'a vu, il est resté derrière Oliveira pendant quasiment toute la course. Après ouais, problème de pneus, d'accord, mais bon, c'est récurrent, on va dire, avec la Yamaha, où ils ont du mal quand même à doubler quand ils sont un peu en groupe. Rins, lui, il a fait un bon début de course, bon début correct, on va dire, et puis fin de course il a perdu énormément de positions. Et puis il y a Oliveira, où on l'attendait pas trop par rapport à tout son week-end, et au final il termine à la place où il doit terminer. Voilà, il est ni bon ni mauvais. Plus mauvais que bon quand même quand tu termines 14e. Après il marque des points. Moi c'est ce que j'en retiens, c'est que ce soit Quartararo comme Zarco, pour être un peu chauvine sur ce début de saison, c'est que les Français marquent des points. Donc c'est pour moi une chose positive. Après, pour en revenir à Miller, il semblerait quand même que son style de pilotage s'adapte mieux à la Yamaha que ce que ça a pu être quand il était sur les autres motos. Donc ça va être intéressant à suivre cette saison. Olivier, est-ce que tu as par rapport à Miller, là, sur l'année dernière, est-ce qu'on l'a vu aussi bien sur la 4e? J'ai pas l'impression. Hein. Honnêtement, oui, sûrement sur une ou deux courses comme ça, mais c'était très rare quand même. C'est ça, et encore sur une course, sur un départ. Tu vois, sur un départ, les quelques bons départs qu'il a pris, quoi. Sur 7-8 tours. Que là, en fait, personne n'attendait vraiment là, et le gars, non, il est bien, quoi. Donc non, c'est vraiment, pour moi, Miller, c'est quand même positif, côté Yamaha. Ouais, je suis d'accord avec toi. Olivier, est-ce que tu veux compléter sur Yamaha ou t'as rien à rajouter?
Non, vous avez tout dit. Alors les garçons, je pense qu'on a fait le tour de cette course. En tout cas, c'était très chouette de retrouver les motos et de prendre du temps pour regarder tout ça. Je pense que ça sera encore plus agréable dans 15 jours en Argentine puisque les courses seront à 19h. Donc on pourra se faire un samedi soir apéro course moto. Pour finir avec cet épisode, votre prono en MotoGP pour la course en Argentine, Thibaut? Bezzecchi. Marquez. Moi, je vais paraphraser Thibaut, vous vous en doutez, mais ça sera évidemment Bezzecchi puisque. Non, honnêtement, je l'attends vraiment. Je l'attends circuit. bien. Ouais. Franchement, là, le Bezzecchi, enfin, je le vois bien sur le podium, hein, sans rigoler. Peut-être pas gagner parce que bon, t'en as d'autres qui sont quand même un peu meilleurs et qui ont une meilleure moto. Mais Bezzecchi, ouais, je le vois bien 3e ou 4e sans problème. Eh ben, je n'espère que ça. Et si c'est le cas, on fera un épisode que sur Bezzecchi. Bon, non, quand même. Et côté Moto 3, Moto 2 Ouais, bah Moto 3, c'est difficile à dire. Et puis Moto 2, allez, on va dire Canet pour dire quelqu'un. Ok. Moi, je vais faire un petit carpé si en Moto 2, il continue dans sa lancée. Et je pense que Gonzalez va venir s'imposer facile sur toute la saison en Moto 2 à défaut de voir Canet gagner. On a donc fait le tour pour cette course. C'était un plaisir, les garçons, de débriefer tout ça avec vous une nouvelle fois. Pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve donc dans 15 jours du 14 au 16 mars en Argentine pour la deuxième course de la saison. À voir si Marquez va continuer son grand chelem. Et en attendant, si on vous manque trop, si vous avez envie de parler de moto, de Marquez ou de qui vous voulez, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Discord, sur Facebook et écouter le podcast sur toutes les plateformes de streaming et YouTube. Je vous dis à très vite et merci beaucoup les garçons. Salut, à bientôt. Ciao.